dit Bernard Stiegler, ça n'est plus, ce nom, il ne désigne plus une personne avec qui on pourrait parler, quelqu'un qui est dans une trajectoire et qui est toujours en processus d'individuation. Pour parler le langage de Simondon, que je vais quand même utiliser. Maintenant, le nom Bernard Stiegler désigne un corpus, une œuvre, et on pourra maintenant s'interroger sur la cohérence de cette œuvre, cette chose qui est inscrite donc dans notre mémoire tertiaire, qui est inscrite dans des livres et des vidéos nombreuses. On verra si cet ensemble d'inscriptions, de traces, eh bien, participera maintenant au processus d'individuation des générations qui viennent. C'est l'histoire qui en jugera. En tout cas, pour ce séminaire, on s'est placé dans cette perspective où déjà le nom Bernard Stiegler est celui d'une œuvre et avec laquelle on peut et on doit pouvoir se confronter et entrer dans un dialogue. Et c'est la vie d'une œuvre maintenant qui est en jeu. Bon, cette réflexion que j'ai là, elle aussi, je la dois à Bernard, comme je dois beaucoup de choses, puisque on avait parlé de ça, de cette idée d'achèvement qui est à la fois complétude, on achève une œuvre, et mort, fin, hein, comme on dit qu'on achève bien les chevaux, disait Bernard. Voilà. Donc, autre chose pour introduire, c'est que, donc, je vais dire quelques mots d'une histoire, enfin, bon, très subjective à partir de ce que je connais, mais Bernard, au début de sa vie, est passé par la case prison. Il a dû faire 5 années de prison à la suite d'un braquage de banque. Et pendant ces années-là, il a travaillé de façon acharnée à se constituer sa culture philosophique et il s'était imposé une discipline. C'était quelqu'un qui était extrêmement volontaire dans la façon de s'autodiscipliner et cette discipline était en l'occurrence tous les matins au lever de commencer par lire un poème de Mallarmé. Et donc, en préparant ce topo, sans cesse, je n'ai cessé de raisonner et j'ai sans cesse tourné autour de ce vers très connu, un des plus connus de Mallarmé, dans le tombeau d'Edgar Poe, que je reprends. Ah oui, hop, qui est tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, qui signifie cette transmutation bien particulière de quelqu'un dont le statut change. Enfin, c'est même pas le statut, bon, ben voilà, c'est un passage, et c'est bien de ce passage dont il s'agit ici, mais je dois dire qu'il n'est pas achevé pour moi, et c'est ce qui a rendu difficile le topo. C'est une période de transition qui est douloureuse, comme je disais, entre le sens d'un homme vivant et le sens d'une œuvre. Et donc, les idées, les débats et finalement les discussions qu'on voudra avoir avec l'œuvre, on pense encore à la discussion avec une personne et en
percevant soudain que c'est idiot et que ça n'aura pas lieu. Donc, je vais ici simplement faire un petit témoignage sur la période où j'ai connu Bernard et qui permettra de montrer, j'espère, l'importance de son travail pour l'UTC, en particulier pour le département TSH et l'équipe COSTEC qu'il a créée. Mais ce travail de mémoire que je fais là, très imparfait, il devra être repris et fait à plusieurs, et bien sûr les choses se croiseront et se préciseront peut-être aussi avec le temps. Donc je ne vais pas évidemment faire une synthèse de l'œuvre, j'en indiquerai quelques-unes, surtout en pensant aux étudiants qui sont là et qui ne connaissent pas forcément beaucoup le travail de Bernard Stiegler, qui a eu une influence vraiment importante sur beaucoup d'entre nous. Et pour ma part, ça a structuré, on va dire, l'ensemble de mon parcours de recherche. Et donc, je vais parler de Stiegler, et finalement, en parlant de moi aussi, puisque je ne pourrais parler qu'à partir du moment où je l'ai connu, et sur un petit morceau de temps, surtout au début. Je l'ai connu, Bernard, en arrivant à l'UTC comme vacataire en 1989. Et lui, il avait été recruté l'année précédente, en 1988, donc comme enseignant-chercheur contractuel par Liliane Vézier. Liliane Vézier, dont je vais reparler parce que c'est assez important, et qui l'avait recruté à la suite d'une chose qu'avait fait Bernard, qui était le... Attendez, j'ai changé de slide. Hop. Voilà, j'ai fait une espèce de petit ensemble de repères, de dates repères qui vont m'être utiles. Donc, à la suite d'une exposition Mémoire du futur que Bernard avait organisée au Centre Pompidou. Attendez, j'ai plein de trucs sur mon écran qui s'affichent. Bon, heureusement que j'ai pris une version papier. C'est pas évident là. Alors, donc je disais que lui avait été recruté en 88 par Liliane Vézier. Et d'ailleurs, on sait, il est resté fidèle à l'UTC, comme rappelait Vincenzo, enfin bon, presque toujours, sauf la dernière année au séminaire. Et il est resté professeur associé à l'UTC jusqu'à sa retraite en 2018. Même si, évidemment, il a fait bien d'autres choses au long de ces années que d'être enseignant-chercheur à l'UTC. Mais le contexte, pour comprendre cette arrivée de Bernard Stiegler à l'UTC, il faut d'abord que je donne quelques éléments de contexte qui sont très importants. Donc, Liliane Vézier, dont je viens de parler, avait créé le département TSH, département de sciences humaines et sociales, en 1986. Ça venait juste d'arriver. Et ça, c'était un événement extrêmement important pour l'UTC. Certes, depuis son origine, l'UTC était une école dans laquelle on accordait une place extrêmement importante aux ce qu'on a appelé pendant un moment les humanités, les sciences humaines et sociales, dans la formation d'ingénieurs. Et c'est vrai que le fondateur de l'UTC, Guy Donielou, avait l'objectif de faire un ingénieur philosophe. Cependant, les sciences humaines, sociales, la philosophie, donc ce qu'on appelle les humanités, ça restait une matière secondaire, éparpillée, simplement complémentaire à la formation d'ingénieur, sauf peut-être pour le design, ce sera un autre débat. Et donc,
la décision de créer un département était un geste très fort. Ça voulait dire il y a département informatique, département mécanique, département biologie avec des filières d'ingénieurs et un département sciences humaines et sociales, c'est-à-dire atteindre le même niveau de dignité que les autres composantes de l'UTC. Et, et ce geste fort est risqué aussi, puisque ça pouvait du coup isoler. Et on a toujours cette tendance vers une forme d'académisme qui isolerait les sciences humaines et sociales des autres sciences de la nature ou sciences de l'ingénieur. Et cet événement, la création du département TSH, a été accompagné d'une vraie stratégie de recrutement. En la même année, en 86, a été recrutée Véronique Avlange, et puis plus tard, donc en 88, Bernard Stiegler et aussi Jean-Michel Beignet. Donc, une autre chose très importante, toujours pour le contexte de cette arrivée de Bernard, c'est qu'en 1987, Véronique Avlange avait créé un mineur de sciences cognitives qui s'appelait mineur sciences cognitives et épistémologie, qui était à l'intérieur d'un programme européen. Le programme Erasmus venait aussi de commencer, c'était le début de la première année de programme Erasmus. Et donc là a été créé un programme intensif de sciences cognitives qui joue un rôle important. Il faut dire d'ailleurs que l'UTC est le premier endroit où il y a un enseignement de sciences cognitives en second cycle en France. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, voilà, il y a ces éléments de contexte, je vais y revenir. Donc, quand arrive Bernard à l'UTC, et donc moi, je suis arrivé l'année suivante, recruté par Véronique Avlange et John Stewart, d'abord pour l'histoire des sciences et des sciences cognitives, et très rapidement, je me suis impliqué à épauler Véronique Avlange dans le développement et la gestion du mineur de sciences cognitives. Donc, et là, Bernard organisait toutes sortes de réunions en visant donc la création d'une unité de recherche, puisque l'idée était qu'avec un nouveau département, il fallait aussi qu'il y ait, chaque département ait une unité de recherche associée. Comme il y avait, comme avec l'informatique, le diasique, ou Robert Val avec la mécanique, enfin bon, des grosses unités de recherche, il fallait aussi en faire une pour les sciences humaines. Et là, Bernard organisait des réunions, parfois très, très sympathiques, où il nous suscitait chez nous beaucoup de lectures, nous demandant avec véhémence de lire tel ou tel auteur, disons sur le plan philosophique, Husserl, Heidegger, Derrida, et sur le plan, on va dire, un petit peu plus scientifique, le Roland ou Simondon, de personnes, et il organisait des réunions, des topos. Je me souviens d'un où il nous expliquait mon Internet est instable, on me dit. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez bien? Bon. Maintenant, oui. Oui, ça va, t'inquiète pas. Ah, il y a juste une d'accord, petite interruption. il y a des sautes. Faites-moi signe, parce que sinon je pars. Tu ne parles pas tout seul, ne t'inquiète pas. Surtout que je me bats un peu sur le temps. Charles, on va jusqu'à 10h10, d'accord? Et on va passer un petit peu aux questions ensuite. Ok, bon, je crois qu'il va falloir quand même que je saute un peu. En tout cas, à l'époque, il nous faisait découvrir, par exemple, le sens, tout simplement, d'université de technologie, prenant vraiment au sérieux de ce que ça voulait dire que l'université
depuis le Moyen-Âge, la recherche des universaux, des vérités, hein, sur la technique. Hein, faire donc une science de la technique, ce qui, donc de technologie, ce qui était aussi énoncé, hein, par Guénion-Lelou, le créateur de l'UTC. Et la technologie, cette science de la technique, ne devait pas simplement donner des lois qui gouvernent le fonctionnement des outils, des machines ou des systèmes. Ceci dit, Simondon était déjà une clé par rapport à ça. Mais c'était aussi et surtout comprendre la technique comme le fait humain. Un des faits humains, peut-être, mais une caractéristique de l'humain par excellence. Hein, je vais y revenir quand même, mais je l'annonce là, hein, depuis l'origine des hominidés, on va dire, eh bien, les hommes jusqu'au Homo sapiens adviennent dans un couplage avec des outils. Et donc, ce fait technique originaire consiste à un rôle constitutif de la technique dans toutes les composantes de l'expérience humaine. Par exemple, il faut abandonner l'idée de la technique pensée comme moyen pour atteindre des fins qui existeraient préalablement. Bien au contraire, les fins possibles des actions humaines sont définies et modifiées suivant les techniques présentes. Et donc, ce rôle essentiel et pas complémentaire, hein, de la technique, bah, on le dit sous forme d'une thèse qui résume, du point de vue de l'UTC, en tout cas, ou de Costec, la pensée de Stiglitz, donc qui est la thèse de la technique comme anthropologiquement constitutive. Ça veut dire la technique comme constitutive du fait anthropologique, du fait humain. Et ça, technique anthropologiquement constitutive, ça fait TAC, c'est la thèse TAC, pour le dire vite et efficacement. Et thèse qui est quasi emblématique dans Costec parce que ça a joué un rôle crucial pour beaucoup d'entre nous. Et d'ailleurs, ça continue, c'est un des principes qui guide un GIS, UTSH qu'on a entre les trois UT à l'heure actuelle. Et donc, pour Bernard Stiegler, toujours pour donner comme ça quelques pistes pour les étudiants qui ne connaîtraient pas et pour remettre des choses, hein, en place, c'est que l'effet peut-être le plus important des systèmes techniques qui nous entourent et qui accompagnent notre humanité, c'est de porter notre mémoire, en tout cas une mémoire, sur laquelle aussi je vais revenir un petit peu avec l'épiphylogénèse, mais une mémoire qui dépend et qui est modifiée suivant l'évolution et les variations des techniques, des supports. Et donc, une mémoire externe portée par les techniques, hein, qui évidemment se transforme à l'heure actuelle de façon gigantesque avec l'arrivée du numérique, qu'on songe simplement à ce séminaire qui nous paraît extraordinaire et probablement qui sera banal peut-être plus tard, hein, et qui est enregistré évidemment de bout en bout, puisque maintenant le média même qui permet notre rencontre est en même temps un système d'enregistrement, d'inscription, qui du coup change le sens évidemment de tout ce qui se fait, qui se dit actuellement. Et évidemment, je laisserai d'autres intervenants dire l'influence de Bernard sur eux, des Bruno Bassimon ou Serge Bouchardon ou d'autres, enfin bon, qui parleront à partir de la réflexion que suscite cette mémoire, ces supports numériques de notre mémoire collective et cette transmutation anticaractérielle. Mais Bernard, déjà dans les années 90, était sur ces questions-là. Il travaillait, par exemple, sur un poste de lecture pour la bibliothèque
Bibliothèque nationale de France. Et ce genre de travail concret, d'application, je dirais, de la spéculation philosophique pour développer des dispositifs techniques, était aussi une caractéristique de cette démarche d'action. C'est une chose qui est caractéristique, je le dis en conclusion, mais là je suis obligé d'accélérer de le dire maintenant, de la philosophie de Bernard, c'était toujours vouloir agir. Alors, soit techniquement, soit politiquement, en organisant des collectifs. Mais bon, je reste dans les années 90. Si vous voulez bien, je vais essayer une excursion, mais j'y reviens. Ajoutons que déjà, il y avait cet enjeu que l'extériorisation de la mémoire, c'est aussi la possibilité, la menace d'une prolétarisation. Alors, y compris du travail intellectuel. Donc, la prolétarisation, c'est quand le devenir prolétaire, c'est quand l'artisan perd son savoir, son savoir-faire, hein, au profit d'une machine dont il devient le serviteur. C'est la machine qui commande et le prolétaire donc, qui obéit à la machine. C'est donc une perte de maîtrise et une perte de savoir. Et la question qui se pose, et malheureusement on le sent bien, c'est que ce qui se produisait au XIXe siècle pour les ouvriers, maintenant menace de se produire aussi pour les professions intellectuelles elles-mêmes, via les technologies numériques et tous les outils hein, donc, qui servent à notre travail. Est-ce que dans certaines conditions, ces outils, ces machines ne nous prolétarisent pas intellectuellement, nous réduisant à simplement cocher des cases dans des systèmes calculés. Bon. Alors, mais restons dans les années 90. Une petite anecdote qui, pour moi, comptait beaucoup, c'est que à cette époque-là, Bernard avait acheté une maison à Mignolet-Montigny, à quelques kilomètres de Compiègne. Moi, j'étais parisien et je restais le lundi soir à Compiègne et donc Bernard m'hébergeait à Mignolet-Montigny. C'est là qu'il m'avait confié son passage en prison, qui à l'époque était un peu secret à l'UTC. Et c'était l'époque hein, où on préparait la création de Costec. Alors, or, avant la création de Costec, en même temps que le département, eh bien, c'était installé, c'était structuré, dans le département, c'était structuré avec des divisions. Le mot peut-être était un peu mal choisi, peut-être un peu militaire, je ne sais pas d'où ça venait. Enfin bon, il y avait la division FITECO, philosophie, technologie, cognition, une division IDTH, c'est-à-dire interaction et défaillance technologique et humaine, où étaient Gilles Le Cardinal et Jean-François Guyanet, et une division consacrée à l'économie et la gestion. Et donc, une chose qui était très importante à ce moment-là, ça a été de réussir à faire une sorte d'alliance dans la division, donc FITECO, philosophie, technologie, cognition. Eh bien, il fallait réussir à faire se rencontrer. Alors, est-ce que je peux changer de slide? Oui, il fallait réussir à faire se rencontrer donc les sciences cognitives et la philosophie de la technique de Bernard. À mon avis, c'était une clé pour la réussite de Costec et d'abord de cette division FITECO. Et donc, à notre échelle ici de Costec, c'est un événement très important de cette rencontre avec les sciences cognitives. Alliance et rencontre à laquelle je pense avoir contribué. Voilà l'affaire. C'est tout un jeu de traduction, trahison, diraient les Italiens, ou déplacement, on va dire, entre deux domaines quand même assez hétérogènes au départ. Donc, je rappelle, donc, il y avait le mineur de sciences cognitives,
qui avait été créé par Véronique, il y avait une approche inactive, vigoureusement défendue par John Seward. Et cette approche inactive, en sciences cognitives, elle signifiait, et c'était pour nous des grands enjeux, surtout à cette époque, une critique du dualisme, de l'idée d'une opposition sujet-objet, représentation, chose représentée. Et on était tout engagé très fermement, et c'est pour ça même que j'avais été aussi recruté à l'UTC, dans une approche, donc on dit inactive, et qui pose qu'il y a co-constitution entre l'organisme et son monde propre, sa niche écologique, et que l'un n'existe que par l'autre et réciproquement dans un couplage. Et qu'il faut donc abandonner une opposition sujet-objet. Bon, ça, c'était le cadre théorique de l'énaction. Il fallait trouver des traductions et des échos dans la philosophie que défendait avec talent Bernard. Et parmi, évidemment, les grands héros de Bernard qui nous faisaient découvrir, on ne le connaissait pas pour ma part, mais je pense que c'est pareil des collègues des sciences cognitives, c'était Simondon, le travail de Simondon suivant plusieurs facettes. En tout cas, on pouvait avoir l'impression, plus ou moins discutable, certes, mais qui permettait un terrain de discussion, de retrouver dans l'idée d'individuation et d'individuation continuée du vivant et l'association, disons, entre un processus d'individuation et un milieu associé, un écho à notre relation de couplage entre du vivant et un monde qu'il codéfinit. Et du coup, eh bien, on a pensé et on a fait évoluer cette théorie inactive en disant, bah, finalement, oui, un organisme étant donné ses possibilités d'agir et de sentir définies à un monde, et chaque type de vivant est une façon d'être au monde, et les outils, les dispositifs techniques, eh bien, sont comme des organes qui modifient cette relation avec le monde, nos modes de couplage avec le monde. Et voilà une autre traduction qu'on faisait. Ceci dit, il ne faut pas se cacher que c'était un gros bouleversement aussi pour les approches inactives. Et je dirais que ce bouleversement, il n'est pas certainement pas complètement achevé et défini et toujours l'objet de débat parce que ça signifie une forme d'extériorisation. Et qu'est-ce que c'est que l'extériorisation pour une approche inactive? Qu'est-ce que c'est que la saisie ou le lâcher d'un organe, le changement de monde propre que signifie le lâcher ou le poser d'un outil, par exemple. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est retrouvé à avoir finalement, rétrospectivement, on peut le dire, une avance par rapport au tournant très important en sciences cognitives qu'on appelle 4E, le tournant qui est très à la mode maintenant, qui consiste à dire que la cognition, elle est inactive, elle est embodied, elle dépend d'un corps, elle est embedded, elle est dans un monde, un environnement, et elle extended, elle se répand dans ce monde, elle n'est pas réservée simplement à l'intérieur du cerveau. Et ça nous vaut de temps en temps, peut-être pas assez, mais d'être appelé École de Compiègne en sciences cognitives, ce qui nous fait toujours plaisir. Donc, en tout cas, voilà, je voulais dire qu'il fallait travailler cette alliance pour, donc là, oh là là, bon, enfin, donc pour pouvoir démarrer la construction de Costec. Et donc, en 1993, a été créée donc l'unité Costec, dont Bernard a été le directeur. Et 1993, c'est aussi l'année où Bernard a soutenu sa thèse, La technique et le temps.
d'abord, ça veut dire qu'il avait été recruté sans thèse, ce qui prouve la souplesse du mode de recrutement à l'époque à l'UTC. Thèse donc qu'il a soutenue sous la direction de Jacques Derrida et qui s'appelait La technique et le temps, et qui va être la base des 3 grands volumes de départ de Bernard Stiegler, qui, à mon avis, contiennent vraiment le cœur de sa philosophie, hein, qui sont en 94, La technique et le temps, donc tome 1, La faute d'Épiméthée, puis en 96, La désorientation, et en 2001, Le temps du cinéma et la question du mal-être. Si je ne me trompe pas, pendant le pot de thèse qui a suivi la soutenance de Bernard, c'est là que j'ai rencontré Bruno Bachimon, avec qui j'ai parlé de l'UTC, et donc ça a joué un rôle pour son arrivée à l'UTC, je le signale en passant. C'est-à-dire, j'aurais pu essayer d'expliquer une des idées cruciales de la technique et le temps, hein, qui est l'idée d'épiphylogénèse, c'est-à-dire, bon, de séparation d'une mémoire qui n'est plus simplement la mémoire biologique et le fait qu'on est entouré d'outils, et donc d'une mémoire qui n'est pas la nôtre, qu'on n'a pas vécue, mais qui transforme évidemment et qui habilite notre vécu. Et voilà, et donc j'aurais pu revenir comme ça sur des passages du texte de Bernard et conclure sur la suite de son parcours, puisque ça, c'est un moment à l'UTC très important. Après, il va rester un peu à l'UTC, mais évidemment, il va faire bien d'autres choses, diriger l'Institut LINA, l'Institut national de l'audiovisuel, enfin, directeur adjoint, puis l'IRCAM, et puis va créer énormément de collectifs, dont le plus important est Ars Industrialis. Ah oui, je voulais aussi faire une chose, je voulais vous dire que là, tout de suite, ce qu'on vit est complètement dans la continuité de cette mémoire tertiaire, cette fois-là sous forme des séminaires. Vincenzo y a fait allusion. Là, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ça, d'essayer de retrouver tous les séminaires. Bon, j'ai pu remonter que 91. Je sais qu'avant, Véronique Avelan, j'en ai fait un en 87. Mais à partir du moment où j'étais, où j'ai aidé à l'organisation de ces séminaires, eh bien, on s'est vraiment placé dans cette démarche séminaire autour de technologies cognitives, hein, c'est-à-dire, comme dit Bruno Bachimon, des technologies qui aident à penser, non pas des technologies qui pensent. Et donc, le rapport technique et cognition, on va dire. Et j'avais commencé par l'ingénierie du langage naturel, puis les systèmes multi-agents, enfin bon, et tout ça fait que ce qu'il y a maintenant, et hop, on pourrait voir tous les titres qui sont là des séminaires annuels, pour arriver évidemment à ce 2021, penser à la technique avec Bernard Stiegler, mais on est complètement dans cette histoire, cette continuité